Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de la recharge quotidienne pour les véhicules électriques. Mais avant de commencer, je m'excuse pour la très longue pause que j'ai faite sur ma chaîne. J'avais mon activité pro et je ne savais pas non plus exactement quelle direction j'allais donner à cette chaîne. Bon, aujourd'hui, j'ai décidé, je vais parler plus globalement d'énergie, de problèmes énergétiques, des solutions auxquelles on peut apporter. Et vous aurez aussi quelques contenus un peu, par exemple, voyage avec la moto électrique. Donc on sera plus sur du contenu usage. Et je pense que ça va donner une direction à la chaîne qui sera très utile pour les années à venir. Voilà, donc maintenant revenons au sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va voir quelles sont les diverses solutions pour recharger au quotidien son véhicule électrique, donc soit sa voiture électrique, soit sa moto électrique. Vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous, en fait, qui va du plus simple, donc par exemple la recharge sur une prise domestique, à une solution un petit peu plus poussée comme les wallbots, ou même des solutions beaucoup plus, particulières, comme par exemple l'usage des prises industrielles. Donc j'en parlerai un peu plus tard pour l'usage des prises industrielles. Mais déjà, on va voir les prises domestiques. Donc les prises domestiques, s'il faut savoir, c'est que la plupart des prises domestiques que vous avez, ce sont en général des prises qui prennent 10 ampères en continu. On les appelle des prises 16 ampères, mais en réalité, on n'est pas sur des prises qui sont capables de tenir 16 ampères pendant des heures. On est sur des prises qui peuvent en général supporter 16 ampères pendant 20 minutes environ. Et au bout d'une heure, vous pouvez retirer 16 ampères pendant 20 minutes. Et comme ça, les prises ne chauffent pas trop. Et en réalité, elles supportent en permanence environ 10 ampères. Bien. Ça, vous avez certains fabricants qui ont décidé, en faisant cette constatation-là, de proposer des prises domestiques qui tiennent mieux la charge, qui tiennent mieux la chaleur et qui peuvent passer 13 à 16 ampères. Donc vous avez Legrand et Hager qui ont chacun leur proposition en fait. L'un avec la Green-Up et l'autre avec la Viti, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, on est sur des prises domestiques qui tiennent un peu mieux la charge et en fonction des câbles, par exemple le câble de la Renault Zoé, lui, il va automatiquement s'adapter à une Green-Up parce qu'il a un petit aimant qui lui permet de savoir s'il est en face d'une prise domestique renforcée et donc sur laquelle il va pouvoir tirer 13 ampères ou s'il est en face d'une prise standard et donc dans ces cas il va plutôt se limiter à 8 ou 10 ampères. Sachant que la majorité des câbles qui sont fournis avec les véhicules tirent en général 8 ou 10 ampères, pas plus. Et sont bien le plus souvent pas réglables. Parce que oui, vous avez aussi des câbles réglables. Donc maintenant, je vous propose de voir rapidement les différents types de câbles qu'on peut avoir. Alors pour les véhicules les plus légers, on va avoir ce genre de câble tout simple. Donc ici, c'est le câble de ma moto. On est sur un câble, comme vous pouvez voir, plutôt type PC ou type raclette. Ça, ce sont des câbles que l'on va trouver pour des petites puissances. Donc du style 6 ampères. Le câble que j'ai là, il passe 6 ampères. Vous pouvez aussi avoir sur les plus petits véhicules carrément le chargeur à côté. Donc le chargeur n'est pas intégré au véhicule, il est externe. Vous devez le trimballer avec vous. Donc le plus souvent, vous le gardez à la maison en fait, parce que les véhicules les plus légers, ils sont vraiment faits pour les trajets plutôt boulot-dodo. Donc vous les gardez chez vous et finalement le véhicule ne s'encombre pas, ne s'alourdit pas d'un chargeur. Maintenant pour les véhicules plus lourds, on a ce genre de câble. Donc on est toujours sur une prise domestique, mais par contre, ici, on est sur une type 1, c'est la prise qui convient à ma moto. La majorité du temps, ce sera de la type 2. Je vous l'affiche là, ce sera plus simple. Ici, alors d'habitude sur ce genre de câble, comme vous pouvez le voir ici, c'est un simple câble avec les deux prises à chaque bout. Normalement, vous avez un gros boîtier. C'est-à-dire que là, côté prise domestique, vous avez normalement un gros boîtier. C'est de l'électronique de contrôle, c'est pas du chargeur. Attention, ce genre de câble, c'est absolument pas le chargeur. Le chargeur, il est dans le véhicule. Et le gros boîtier que vous avez qui est un peu gênant, on va pas se mentir,
c'est en réalité de l'électronique de contrôle, du relais, en fait, parce que s'il y a un souci, vous avez un relais dans ce boîtier qui permet de couper la charge, tout simplement, pour pas qu'il y ait de problème. Les câbles qui sont bien faits, comme celui-ci, vous avez carrément une sonde de température dans la prise domestique. Comme ça, si jamais il y a un souci, si jamais ça chauffe trop, le câble est capable de couper la charge. Ça évite de faire tout flamber, ça peut être intéressant. Et surtout, ça explique pourquoi les constructeurs déconseillent les rallonges. Le souci, effectivement, avec une rallonge, c'est que la sonde de température, elle va se retrouver au niveau de la rallonge et elle va plus se retrouver au niveau de la prise, au niveau du mur. Donc, si vous avez besoin d'utiliser une rallonge, contentez-vous plutôt de 6, 8, 10 ampères. Surtout si vous n'êtes pas totalement certain. Contrôlez régulièrement la température de la prise pour savoir comment ça se passe. Prise au niveau du mur. Hein. J'ai déjà eu le cas avec des rallonges toutes simples où ça chauffait. La prise mâle en fait de la rallonge chauffait. C'était pas à cause de la prise domestique au mural, c'était la prise mâle de la rallonge qui était pourrie tout simplement et qui se mettait à chauffer. Et j'ai une rallonge où je sais que je ne peux pas tirer plus de 6 ampères dessus parce que sinon elle commence à chauffer assez fort. Voilà, donc attention aux rallonges que vous prenez plutôt des rallonges 2,5 carrés, 2,5 mm carrés. Hein, c'est le diamètre des câbles dans la rallonge pour pouvoir passer le courant de manière beaucoup plus sécurisante. Et ça ne fasse pas chauffer le câble surtout. Voilà, donc ici on va continuer sur ce câble-là. Ce câble-là est un peu particulier, il est réglable. Alors vous voyez, il n'y a pas de bouton en fait, ici la gâchette. Sur celui-là, ça a été fait de telle manière. Alors déjà, toute la partie gros boîtier de contrôle a été intégrée directement dans la prise. Donc ça c'est sympa pour la moto, vu que la moto, on manque de place. C'est vraiment bien d'avoir un câble qui est aussi compact. Et je peux sélectionner la vitesse de recharge en fait en appuyant sur ce bouton-là. Sur les modèles type 2, vous pouvez avoir un bouton en dessous ou au-dessus. Bref, ça existe aussi en type 2. Je peux le régler, celui-là, à 6, 8, 10, 13, 16 ampères. Donc, en fonction de la vitesse de recharge dont j'ai besoin, en fonction de la qualité de la prise sur laquelle je vais me brancher, je peux vraiment ajuster pile poil ce qu'il me faut. C'est très pratique. Sur la moto, celui-là, c'est un peu mon câble de secours en fait. C'est-à-dire que si j'ai un loupé avec une borne, ce qui arrive rarement aujourd'hui, je dois dire, borne publique, et ben je peux sortir celui-là et me brancher sur n'importe quelle prise domestique, adapter la vitesse de recharge à la qualité de la prise, à la qualité de la ligne sur laquelle je suis branché, et ça passe tout seul. Alors maintenant, donc je vous ai indiqué au début de la vidéo que vous pouviez avoir des prises domestiques, des wallbots, des prises industrielles. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, les prises domestiques, une très bonne prise domestique, vous ne pouvez pas passer plus de 16 ampères, donc pas plus de 3,5 kW. Et après, si vous montez plus haut, il faut du matériel plus costaud et il faut la ligne derrière qui va bien, avec le disjoncteur qui va bien et avec l'abonnement qui va bien. Voilà. Donc pour ça, en général, on utilise des wallbots. Donc en fait, une wallbot, c'est pour résumer une borne de recharge comme on peut en trouver sur voie publique, mais plus petite, qui ne supporte pas forcément d'état extérieur. Hein, ça va dépendre des types de wallbots. Si vous avez besoin d'en mettre une à l'extérieur chez vous, parce que par exemple vous voulez recharger dans le jardin, regardez bien qu'elle supporte d'état extérieur. Et dans ces cas-là, vous avez utilisé un câble type 2, type 1 ou type 2, type 2 pour le brancher à votre véhicule. Donc le même câble en fait que vous utilisez pour vous brancher sur borne publique. Donc si vous ne voyez pas de quel câble je suis en train de parler, je vous invite je vous mets en fiche, je crois que c'est de ce côté-là, ma vidéo sur la recharge sur borne publique, où là je parle des différents câbles et vous allez voir à quel type de câble ça correspond. Quand je suis en train de parler de câble type 2 et câble type 2 type 1. Voilà. Donc les wallbots, elles sont intéressantes quand vous avez besoin de
plus de 3,5 kW, de recharger à plus de 3,5 kW. Donc en général, c'est du 7 kW, du 11 kW. Certaines wallbox ont des fonctionnalités intéressantes, comme par exemple la fonctionnalité de pouvoir moduler la puissance de recharge en fonction de l'abonnement, de votre abonnement, en fait, de l'abonnement du compteur. Donc ça marche de manière très simple. Vous mettez un Tor au niveau de l'arrivée compteur et vous indiquez à la borne quel est votre abonnement, et en fonction de la consommation de la maison, la borne va s'ajuster en temps réel, en fait, pour ne jamais dépasser l'abonnement de la maison, donc ne pas essayer de faire disjoncter. Donc vous pouvez par exemple avoir une borne 7 kW monophasée. Alors pareil, je vais parler de monophasé, triphasé, je vous explique tout toujours dans cette vidéo sur les bornes de recharge publique. Donc après cette vidéo-là, vous pourrez aller regarder cette vidéo sur la recharge publique si vous ne l'avez pas déjà vue. Bref, donc pour les bornes, vous pouvez par exemple avoir une borne chez vous 7 kW monophasée et seulement un abonnement de 6 kVA. Donc ça, il suffit de, par exemple, donc soit régler la borne pour qu'elle ne dépasse pas les 6 kW, ou avoir une borne donc, qui a ce genre de fonctionnalité, et elle va être capable de fournir au véhicule 6 kW si jamais vous n'avez pas de consommation à la maison. Et si jamais vous commencez à avoir 1 kW de consommation, eh bien la borne ne donnera plus que 5 kW à la voiture. Si vous avez 3 kW de consommation dans la maison, la borne ne donnera que 3 kW à la voiture. Bref, elle s'ajustera. Et si vous avez du triphasé chez vous, vous pouvez monter avec des bornes à 11 kW triphasées pour recharger votre véhicule. Donc la question ici, c'est comment on choisit en fait sa solution de recharge à domicile. Parce que c'est bien les wallbots, voir les prises industrielles, j'en parlerai après, mais ça coûte plus cher qu'une prise domestique. En fait, on dimensionne sa solution de recharge à domicile, solution de recharge quotidienne, en fonction de son kilométrage quotidien, voire de son kilométrage sur 2 ou 3 jours. Mais le but du jeu ici, c'est d'être capable de récupérer pendant la nuit la quantité d'énergie dont vous avez besoin en fait pour faire votre journée. Donc pour pas mal de personnes en réalité, c'est les 3,5 kW, voire moins. Il y a des fois 2,2 kW, donc chargé à 10 ampères en fait sur une prise domestique classique, ça peut suffire. Voilà. Après, faites attention quand même à la qualité de votre installation. Moi, je sais par exemple que j'ai une prise domestique dans mon garage, qui est une prise qui a été installée, donc je suis en appartement, donc j'ai la chance d'avoir ce genre de prise reliée en plus directement à mon compteur. Ce logement-là, j'ai choisi aussi parce qu'il avait cette prise domestique, mais c'est une prise domestique qui à la base est plutôt faite pour un aspirateur par exemple, ou pour faire tourner une perceuse, bref, pour bricoler un peu. On n'est pas du tout sur une prise qui est faite pour tenir pendant des heures à 16 ampères. Et dans mon cas, j'évite même de dépasser 6 ampères parce que même les 10 ampères, elle n'aime pas trop. La ligne est câblée en 1,5 mm², ce qui est faible. Donc dans mon cas, c'est même pas plus de 6 ampères. Comme ça, je prends pas de risque. Et je peux utiliser l'installation telle qu'elle est sans faire de frais spécialement. Surtout que dans mon cas, on ne parle même pas d'une voiture électrique, on parle d'une moto électrique. Et à 6 ampères, la moto électrique, elle a récupéré toute son autonomie pendant la nuit. Donc moi, peu importe l'autonomie dont j'ai besoin quotidiennement, la voiture, elle a de toute façon son autonomie complète en une seule nuit. Donc moi, je suis dans un cas quasi idéal avec ma moto. Par contre, du coup, avec une voiture qui va avoir des batteries plus grosses, c'est intéressant de calculer si 2,2 kW ça suffit, donc à 10 ampères, s'il faut du 3,5 kW, donc monter à 16 ampères. Donc là, on est encore dans le cas des prises domestiques qui peuvent suffire. Par contre, s'il faut commencer à avoir du 7 kW, voire du 11 kW, là, il va falloir choisir une solution, soit wallbox, soit prise industrielle. Si vous avez besoin de puissance comme une wallbox et que vous souhaitez équiper plusieurs endroits, je vais prendre un cas un peu classique.
vous avez besoin de recharger à 7 kW ou 11 kW chez vous, donc vous avez besoin d'un peu de puissance, voire même ça peut marcher même pour recharger seulement à 16 ampères, à 3,5 kW, cette solution-là elle peut être bien. Mais vous voulez aussi équiper chez vos parents, voire chez vos beaux-parents. Donc là, on est sur un cas où il faut équiper 2 à 3 endroits à la fois. Et donc dans ces cas-là, ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser des prises industrielles. Là, ça va nécessiter un câble dédié, câble qui est en général pas donné, parce qu'on tombe sur des prix qui peuvent être équivalents à celui d'une Wallbox. Sauf que l'installation de ce genre de prise industrielle au domicile des différentes personnes va coûter moins cher que d'installer une Wallbox chez tout le monde. Du coup, vous payez le coût d'une Wallbox une seule fois. Ce sera votre câble que vous allez devoir bouger. Vous allez devoir garder dans le coffre et bouger avec le véhicule pour pouvoir vous recharger chez les uns et chez les autres. Mais l'installation d'une prise industrielle au domicile des uns et des autres va être beaucoup moins coûteuse en fait. Et donc là, dans ces cas-là, financièrement, c'est plus intéressant pour passer de la puissance d'avoir de prise industrielle. Il suffit d'avoir un bon câble pour pouvoir vous recharger à plusieurs endroits. Donc là, c'est vrai que c'est une solution qui est moins connue, qui est moins grand public, mais qui a quand même ses avantages. Donc si vous êtes dans ces cas un peu particuliers où vous avez besoin de vous recharger à différents endroits, c'est pas mal. Après, dans mon cas, dans ma famille, nous on a plutôt misé sur des green-up chez les différents membres de la famille, parce que finalement, pour l'instant en électrique, on a ma moto électrique et un hybride rechargeable chez mes parents. Donc tout joli monde, 3,5 kW, ça suffit amplement. Et on n'a pas besoin de monter en puissance plus que ça. Et globalement, même une voiture électrique, en fait, la plupart du temps, pour nos usages, ça passerait. Après, à voir quand les voitures électriques vont arriver dans ma famille, si on a besoin de monter en puissance électrique chez les uns ou chez les autres. Mais pour l'instant, voilà, on est sur de la prise domestique renforcée et ça marche très bien. Donc il y a des fois, il n'y a même pas besoin de trop se prendre la tête. Donc là, jusqu'à présent, je suis parti sur le cas où vous avez un garage ou une place de parking privée avec laquelle vous avez l'électricité à côté. Bref, un endroit, ou même votre jardin, bref, un endroit où vous avez la possibilité en fait d'amener facilement l'électricité ou peut-être que l'électricité est même déjà présente. Maintenant, on va parler des personnes qui n'ont pas encore cette arrivée électrique. Donc vous avez par exemple le cas des immeubles où vous pouvez avoir une place de parking privée ou un bot. Donc dans ces cas-là, il faut faire, vous avez des facilités qui sont prévues par la loi. Il faut prévenir au syndic. Alors je vais mettre dans la description en fait les différents liens vers les différents tests de loi, vers les différentes possibilités. Ce sera plus simple parce que si ça évolue, et ça évoluera encore certainement, je n'aurai qu'à corriger les liens qui sont dans la description et pas refaire cette vidéo. Ce sera beaucoup plus simple de la garder à jour du coup. Et vous ne risquez pas de tomber sur une vidéo trop vieille. Et vous ne risquez pas de tomber sur une vidéo qui ne serait pas à jour. Donc en description, vous avez les liens vers les différents textes de loi, etc. Quand vous avez besoin de faire installer une borne ou une prise électrique quand vous êtes en copropriété. Vous avez globalement deux grands moyens de faire cette installation. Soit vous prenez l'installation à votre charge. Alors il y a aussi la possibilité, cas idéal, où la copropriété va prendre une partie des frais à sa charge pour installer ou au moins amener l'électricité chez tout le monde. Ça, ce serait pour les copropriétés vraiment très motivées où du coup ça permet de répartir les frais chez tout le monde, mais il faut que à peu près tous les copropriétaires soient intéressés, ce qui n'est pas encore le cas. Mais ça devrait arriver dans les années qui viennent. Maintenant, vous pouvez tout à fait faire l'installation à vos frais et du coup, c'est votre abonnement ou alors ça peut être soit votre abonnement avec votre propre arrivée, soit vous êtes repiqué sur votre propre compteur, le compteur de votre appartement, soit c'est un compteur divisionnaire. En fait, vous prenez l'électricité sur l'abonnement de la copropriété et la copropriété, comme il y a un compteur divisionnaire, elle est capable de vous affecter la quantité d'électricité que vous avez consommée
pour votre véhicule et donc elle vous refacture l'électricité que vous avez consommée pour votre usage. Ce qui évite que la copropriété paie pour votre usage. Et il y a un dernier cas où vous faites appel à une société de prestation, où c'est la société qui va prendre en charge le coût d'installation de la borne, va vous faire l'installation de la borne, et vous payez un abonnement et un prix au kilowattheure qui va être un peu plus cher. Ça a un côté clé en main qui peut être très séduisant et qui, dans certains cas, peut effectivement grandement faciliter les choses. Maintenant, c'est aussi un cas qui, sur le long terme, va être plus coûteux. Donc, j'aurais plutôt tendance à vous conseiller de prendre en charge, en fait, les frais. Donc, après, à voir si vous êtes propriétaire-locataire. Si vous êtes locataire, c'est aussi potentiellement plus compliqué. Il faut décider votre propriétaire. Maintenant, si vous avez l'intention de rester plusieurs années encore dans ce logement-là, ça peut être tout à fait rentable de prendre même vous en charge ces frais-là, parce que finalement, votre véhicule électrique, il va être plus rentable pour vos usages qu'un véhicule thermique. Et donc, les 1000-1500 € de surcoût vont quand même pouvoir être amortis. Si vous avez l'intention de rester encore 6-7 ans dans votre logement, même en location, il y a tout à fait moyen d'amortir les coûts supplémentaires, même si vous êtes locataire. Donc bien entendu, ça, à chaque fois, c'est à voir en fonction de votre propre situation et d'ajuster. Voilà. Maintenant, j'avais parlé de ceux qui n'ont pas d'autre choix que de recharger à l'extérieur. Donc déjà, premièrement, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller voir ma vidéo sur la recharge publique. Ça va déjà vous expliquer tout ce que vous avez à savoir sur l'utilisation des bornes publiques, tous les points de détail, tout ce à quoi il faut faire attention, les différents badges, etc. Bref, c'est pas simple, mais une fois que vous avez compris, ça va déjà vous permettre de trouver les solutions qui vont vous convenir pour recharger au quotidien à l'extérieur. Donc vous, normalement, vous n'allez pas forcément être sur une recharge tous les jours, bien qu'il peut y avoir des personnes qui tentent, mais c'est bien d'avoir une batterie qui est suffisamment grosse pour n'avoir à recharger votre véhicule électrique que tous les 2-3 jours. Ce sera pas mal. En fonction de vos besoins, ça ne fait pas des batteries encore forcément trop grosses et ça peut convenir déjà au plus grand nombre. Après, ce qu'il faut que vous fassiez vraiment attention, c'est avant d'acheter votre véhicule électrique, d'identifier donc les bornes de recharge que vous pourriez utiliser vous au quotidien, en fonction des véhicules électriques qui vous intéressent, donc en fonction des différentes puissances de charge. Regardez les tarifs, que ça ne vous coûte pas trop cher, parce que si la borne qui vous intéresse, c'est une borne de recharge rapide qui coûte cher, vous risquez de le regretter en fait. Donc visez plutôt les bornes de recharge plutôt en 22 kW. Attention quand elles sont gratuites. Premièrement, elles peuvent être squattées. Deuxièmement, ce sont des bornes qui finiront par passer payantes de toute manière. Donc ne faites pas vos calculs en vous disant c'est bon, c'est gratos, ça ne va rien me coûter. Ça finira par devenir payant. Et regardez du coup la fréquentation de cette borne. C'est-à-dire qu'avant d'acheter votre véhicule électrique, surveillez je ne sais pas si on veut dire quotidiennement, enfin l'idée c'est si vous passez à côté de ces bornes-là, jetez toujours un coup d'œil pour voir est-ce qu'elle est occupée, est-ce qu'elle n'est pas occupée, est-ce qu'elle est facilement squattée par des véhicules thermiques par exemple. Bref, est-ce que cette borne, elle va être facile d'usage pour vous au quotidien? Est-ce qu'elle est suffisamment disponible? Est-ce qu'elle est accessible sans souci? Prenez vraiment le temps de regarder ça. Moi, par exemple, je sais que j'ai une borne publique à côté de chez moi. Si je veux une voiture électrique, ce sera la prochaine de toute façon, dans mon cas. Une voiture électrique, je vais avoir du mal à la recharger dans mon boss, justement, parce que je suis limité à 6 ampères. Soit je fais équiper, mais comme je suis en locataire, bof, soit j'utilise cette borne publique. Je sais qu'elle est souvent disponible, je sais qu'elle marche bien, je sais que le coût kilowattheure, il n'est pas très cher. À peu près, en fait, le coût kilowattheure de cette borne-là, elle est à peu près ce que me coûte mon kilowattheure moi chez moi. Donc j'ai limite tout intérêt en fait à utiliser de temps en temps cette borne-là pour faire le plus gros de la recharge par exemple et terminer la recharge chez moi à 6 ampères. Donc il est possible de jongler comme ça par exemple, mais c'est important avant de se lancer dans l'achat de la voiture électrique et que vous n'avez pas de possibilité de recharge chez vous, de bien identifier ce que vous avez autour de chez vous et de savoir si c'est possible en fait,
si c'est suffisamment jouable pour vous de recharger à l'extérieur et de ne pas avoir de solution de recharge à domicile. Donc c'est possible, c'est effectivement pas le plus facile, c'est effectivement surtout pas facile pour tout le monde, ça va vraiment dépendre des régions où vous vous trouvez, voire dans certains cas des villes où vous vous trouvez, donc vraiment à bien travailler ça au cas par cas. Du coup, ça m'amène à vous parler des services que je propose. Vous retrouvez sur mon site internet, premièrement, la formation en ligne pour choisir sa mobilité. Donc c'est une formation en ligne qui vous permet d'identifier les mobilités qui vous conviennent et je couvre à peu près toutes les mobilités. C'est-à-dire je couvre la voiture, je couvre tout ce qui va être deux roues. Donc dans les deux roues, il y a les scooters, les motos électriques et il y a tout ce qui est vélo, vélo standard, vélo électrique, vélo cargo. Bref, l'idée, grâce à cette formation, c'est que vous puissiez avoir, premièrement, l'éventail de tout ce qui existe, et deuxièmement, que vous trouviez la mobilité qui vous convient parfaitement. Et dans les voitures, je tourne que sur de l'énergie alternative, en fait. Donc tout ce qui va être hybride rechargeable, électrique, même GPL, voire GNV pour les professionnels. Parce que de toute façon, l'idée c'est qu'avec les zones à circulation restreinte, premièrement, financièrement, c'est pas intéressant de tourner sur du diesel ou de l'essence, sauf cas très particulier. Et deuxièmement, avec les zones à circulation restreinte, de toute façon, il va falloir faire évoluer nos choix de mobilité. Donc tout ce qui risque d'être handicapant à l'avenir n'est pas présent dans cette formation en fait. Les mobilités qui risquent de vous poser problème dans les années qui viennent, elles sont d'office exclues. Comme ça, il n'y a pas de risque que vous vous retrouviez coincé. Comme ce qui est en train de se passer là avec les zones à circulation restreinte, vous avez beaucoup de personnes pour qui c'est une mauvaise surprise en fait. C'est les décisions où on restreint progressivement. Je précise, point important, que les choix que je propose sont disponibles tant en neuf qu'en occasion. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous trouverez une solution en occasion dans cette formation. Il n'y a pas de souci, je couvre tous les budgets. Et pour ceux qui ont besoin de conseils vraiment plus personnalisés, vous pouvez soit faire le choix de prendre les masterclass associées à la formation mobilité, ou dans ce cas-là, vous pouvez, une fois par mois, il y a une masterclass où c'est en petits groupes. J'essaie de garder des groupes de moins de 10 personnes et vous pouvez poser toutes vos questions. Et ça, pendant toute la durée de la formation. Donc c'est très intéressant pour travailler son projet au fil des mois. Et même une fois que vous avez passé le cap, vous pouvez revenir. La masterclass, vous l'achetez une seule fois et vous pouvez revenir autant de fois que vous voulez. Donc même si vous avez un souci, même si vous déménagez du coup, votre situation change complètement, vous pouvez parfaitement revenir en masterclass, qu'on ajuste ensemble en fait vos besoins. Et après, si vous voulez vraiment du conseil individualisé, j'ai aussi une prestation pour ça, où là, on est vous et moi, et on regarde quelle est la solution qui vous convient le mieux. Et on affine totalement les solutions que je peux vous proposer de manière totalement individuelle. Si vous n'avez pas envie, par exemple, de parler de vos besoins devant un petit groupe, voilà, la solution de conseil individualisé, elle est pour vous. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vais continuer du coup à ajouter du contenu à cette chaîne, donc vous pouvez vous abonner. Un petit pouce bleu, ça fait plaisir si le contenu vous a plu. Moi, ça me permet de savoir effectivement à combien de personnes cette vidéo a plu et de pouvoir ajuster mes contenus. Et là, je vais me lancer sur un rythme d'au moins une vidéo par semaine. On va pas parler que véhicules électriques, on va parler énergie de manière plus large. On va aussi parler d'habitat, parce que là, il y a pas mal de choses qui évoluent en plus sur les habitats. Les DPE, les diverses solutions pour la transition énergétique pour l'habitat. Donc voilà, cette chaîne va prendre un peu son envol. Et je vous remercie vraiment ceux qui m'ont suivi, qui se sont déjà abonnés, même si je n'avais pas rajouté plus de contenu. Je vais résoudre ça très vite. Donc merci beaucoup à vous et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.